Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour votre numéro Parlons IMO tous les samedis entre 12h et 13h. Bonjour la France, si vous êtes à table, on va parler de votre logement, de votre immobilier parce qu'effectivement se loger devient de plus en plus difficile. On va en parler avec notre super équipe de Réunion IMO, l'incontournable Bérénice de Villefloriot qui est avec nous. Et bonjour. Comment ça va Bérénice? Alors j'ai pas beaucoup dormi, bébé qui avait la gastro, mais tout va bien, je suis contente d'être avec vous. Vous êtes magnifique, on est très heureux que vous soyez là. Merci Bérénice. Avec notre super producteur animateur Grégoire Darico. Comment il va Grégoire? Bonjour Sylvain, tout va bien, merci. Et vous? Écoutez, mieux ce serait de la gourmandise mon cher Grégoire. Voilà, on va Soyons gourmands aujourd'hui Sylvain. Nous accompagnons les Français un peu partout sur Sud Radio, la radio qui parle vrai mais surtout qui parle de votre immobilier et de votre logement. On ne pourrait pas faire cette émission avec El Doctor de l'éco-rénovation, notre ami Laurent Permas. Bonjour Sylvain, toujours en pleine forme. Comment ça va Laurent? Mais écoutez, plein de bonnes nouvelles, des aides par milliers. Bien sûr. Voilà. Et un petit clin d'œil à notre super Anthony à la manœuvre, bien évidemment. Je le disais, se loger de plus en plus difficile pour de nombreux Français. Comment faciliter l'accès à la propriété et à un logement pour tous, surtout un logement digne. On va en parler avec un grand monsieur de l'immobilier qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est le président du réseau Procivis, maire de sa commune à Saint-Berthevin. Et c'est Yannick Borde. Bonjour Yannick. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté, comme chaque samedi, leurs questions par SMS en envoyant IMO au 72018. Et c'est avec vous Bérénice. Tout à fait, et c'est vrai qu'on va parler des investissements, des parkings. Vous savez, acheter un parking pour investir, faut-il passer devant le notaire? Ah oui, et on va parler aussi avec vous du viager cette semaine. Tout à fait, on va voir comment ça se passe quand on vend en viager occupé. Voilà, c'est une très très bonne démarche. D'ailleurs, le viager, on va déconstruire les clichés autour du viager. Ensuite, on discutera, comme chaque semaine, de rénovation énergétique, et c'est avec vous, Grégoire Darico. Oui, Sylvain, Laurent l'a teasé un petit peu. Les aides aux travaux pour 2026, la liste officielle a été publiée, alors nous allons en parler ensemble. Et puis dans notre chronique Maison Saine, Sylvain, on discutera des petits travaux que l'on peut faire soi-même pour masquer l'humidité. Fausse bonne idée. Ça c'était plutôt pas mal. Et tout de suite, sans plus attendre, les infos à retenir de cette semaine. Bérénice, quel est le programme? Alors aujourd'hui, les municipales arrivent, comme vous le savez, et le logement s'impose comme le grand sujet de campagne. Ensuite, on verra qu'à Paris, il y a eu un carton rouge, gros carton rouge, amende record contre les locations touristiques illégales. Et enfin, je terminerai avec une tendance qui vient d'ailleurs. Bugatti, Porsche, Mercedes, les grandes marques de luxe font leur entrée dans l'immobilier. Je vous fais un peu rêver après, à la fin. On va commencer avec les municipales, et pour cause, on en parlera un peu tout à l'heure. Les municipales, les logements au cœur du vote, Bérénice. Oui, alors... Petit rappel, dans moins d'un mois, vous êtes appelés aux urnes pour voter, c'est important d'y aller. Donc les municipales, c'est dimanche 15 mars pour le premier tour et dimanche 22 mars pour le second tour. Notez-le dans votre agenda. Et cette année, un thème pourrait faire basculer donc beaucoup de bulletins, le logement. 7 électeurs sur 10 affirment que les propositions des candidats sur le logement pèseront dans leur choix au moment de glisser le bulletin dans l'urne. Et on comprend pourquoi, puisque dans le même sondage, donc c'est le sondage Odoxa pour Nexity, 69% des Français estiment que se loger dans leur commune est difficile. On en parlera avec notre invité, qui est maire également. C'est encore plus marqué en région parisienne, 78% des Français, et chez le locataire, 80%. Alors qu'est-ce que les Français attendent concrètement de leur futur maire? Deux choses ressortent très clairement. D'abord, plus de logements disponibles, évidemment. 72% des personnes interrogées veulent que leur ville augmente l'offre en rénovant ou en construisant. Ensuite, la question des loyers. Environ 7 Français sur 10 se disent favorables à l'encadrement des loyers, y compris des propriétaires apparemment. Donc voilà. Pour mesurer l'ampleur du défi qui attend les élus, Ce Loger a publié cette semaine une étude assez marquante. Depuis les dernières municipales de 2020, les ménages français ont perdu en moyenne 11 mètres carrés de capacité d'achat. Ça représente un peu plus qu'une pièce entière ou une grosse pièce, donc qui s'est évaporée en 6 ans, alors que les revenus ont pourtant progressé de 22% sur la période. Responsable de ça, évidemment, Sylvain, on le sait, la remontée brutale des taux d'intérêt qui a sévèrement rogné la capacité d'emprunt pour les ménages. Donc voilà, les prochains maires, on peut le dire, ils auront du pain sur la planche. Alors, aussi un combat que mènent les maires, alors justement Bérénice, c'est sur le logement au quotidien, c'est la bataille très concrète qui s'intensifie, notamment autour de la location touristique et certaines touristiques illégales. Tout à fait. Alors si vous louez votre logement sur une plateforme touristique sans autorisation, je prends l'exemple de Paris, eh bien le message de la justice est désormais très clair, terminer l'impunité. 2 décisions ont été rendues donc fin janvier et début février. Dans la
la première affaire, une société civile immobilière propriétaire d'un 2 pièces dans le 9e arrondissement est copée d'une amende de 81 000 euros. Et le tribunal a également ordonné le retrait du bien de la plateforme et son retour à un usage d'habitation classique. C'est une première. Hein. Et en cas de refus, ce sera 1 000 euros d'astreinte par jour. Ah oui, 1 000 euros, même. ça fait mal quand même. Et deuxième affaire, un couple propriétaire d'un appartement à Montmartre se retrouve à devoir régler 75 000 euros chacun. Ça fait 150 000 euros au total. Voilà, c'est des montants inédits qui s'expliquent par le durcissement de la loi fin 2024. Donc voilà, c'est dit, le message est passé. C'est à Paris, mais ça concerne aussi Marseille. Il y a eu des cas pareils, des condamnations avec des gros montants. Alors, on va terminer avec, toujours comme chaque samedi, on attend ça avec impatience, une note un peu plus légère. Oui, voilà. Alors, je sais que vous adorez Dubaï, Sylvain, les voitures et le foot. Donc, j'ai pris une info qui mêle un peu tous ces trucs. Donc, Dubaï, on y va. La marque automobile de luxe Bugatti s'est lancée dans un projet immobilier totalement démesuré. Une tour résidentielle de plus de 200 mètres de haut, 43 étages, 182 appartements ultra luxueux, évidemment. Hein, et des prix qui démarrent autour de 4 à 5 millions d'euros. Donc parmi les futurs occupants, Sylvain Lévy-Valency ? Non. Neymar et le ténor aussi, Andrea Bocelli. Et puis il y a d'autres personnalités. Et alors ce qui est le plus impressionnant, c'est quand même les équipements et les services. Hein, je vous fais rêver, marbre, bois précieux, bon voilà. Piscine privée sur les terrasses. Et aussi, alors ça c'est assez dingue, un garage vitré directement dans le salon. Donc en fait, on va avec sa voiture dans un ascenseur. Bon, faut avoir une belle voiture, hein, parce que c'est pas avec la vieille Skoda qu'on a. Voilà, ça sert à rien. Donc on prend l'ascenseur avec la voiture et hop, on arrive dans son appartement. Bon, en tout cas, c'est assez rigolo, mais ça devient un phénomène. Les résidences de marque explosent avec des projets signés par exemple Porsche, Mercedes. Il y a même un horloger, Jacob & Co, qui se lance. Voilà, il se lance dans l'immobilier. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer quelque chose de beaucoup plus prosaïque. C'est le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et j'insiste particulièrement pour que cette chronique soit animée par Grégoire Derico. Merci Sylvain d'avoir insisté, c'est très important pour moi. La liste officielle des aides aux travaux 2026 a été publiée il n'y a pas longtemps par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Donc nous, la semaine dernière, on avait parlé de la principale aide de l'État qui est MaPrimeRénov'. Mais aujourd'hui, avec Laurent Permas, on s'intéresse aux autres dispositifs, ceux qu'on oublie souvent. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Mais oui, il y a toujours... C'est une erreur en fait, parce que ces aides peuvent vraiment faire la différence pour un projet de rénovation. Et tout à fait. Et on commence par quoi ? Par laquelle ? Allez, on commence par le plus simple. L'éco-prêt à taux zéro, en fait, c'est un prêt bancaire. Ça, jusque-là, tout le monde comprend. Jusqu'à 50 000 euros, sans intérêt. C'est ça, justement, son intérêt, et remboursable sur 20 ans. Bon, un exemple très concret, en fait, vous avez 25 000 euros de travaux, d'isolation et de chauffage. On est sur quelque chose de plus complet. Au lieu de éventuellement de piocher dans votre épargne ou de prendre un crédit classique, eh bien, vous pouvez emprunter sans payer d'intérêt. Sur 20 ans, ça représente plusieurs milliers d'euros d'économie. Et il est accessible sans condition de revenu. Par contre, toutes les banques ne le font pas. Donc, il faut bien vérifier auprès de votre banque. Et puis, il y a aussi les fameuses primes énergie. Absolument, les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie, on en a parlé dans une précédente chronique, ce sont des fournisseurs d'énergie qui financent ces primes, puisqu'ils polluent, et donc c'est l'isolation des combles, ça peut faire plusieurs centaines d'euros, les pompes à chaleur, entre 2 000 et 4 000 euros en fait selon le revenu et les travaux, et puis la bonne nouvelle, ces primes sont cumulables avec la plupart des aides publiques, mais attention, il faut toujours signer l'offre C2E avant de signer le devis, on le rappelle à chaque fois, mais faites attention, sinon vous n'aurez pas de prime. Après, mon cher Laurent, on peut peut-être parler des aides locales. En plus, on a un maire sur le plateau. Voilà. Alors, elles sont souvent les grandes oubliées, ces aides locales. Absolument, il faut toujours vérifier auprès de votre mairie. Ça peut être très intéressant. Certaines régions métropoles proposent 1 000 euros pour changer un vieux chauffage, une aide complémentaire pour isoler, des bonus pour sortir d'une passoire thermique. Bon, un exemple concret, si on prend la mairie de Lille, en tout cas un propriétaire qui habite à Lille ou à Lyon, il peut cumuler les aides locales, la prime d'énergie et le prêt à taux zéro. Voilà, la moralité, va falloir questionner votre maire. Les élections municipales arrivent à point nommé pour savoir s'il y a un petit coup de pouce justement pour le chauffage. Et après, on va parler peut-être de TVA réduite, qui n'est pas une prime, mais ça compte quand même. Absolument. Alors ça, c'est passé un peu sous silence.
finance parce que vous avez plusieurs TVA. La TVA à taux réduit à 5,5, elle est appliquée aux travaux qui améliorent réellement en fait la performance énergétique du logement. C'est l'isolation, l'installation d'une pompe à chaleur ou le remplacement des fenêtres ou du simple vitrage notamment. Alors attention, le logement doit avoir plus de 2 ans et les travaux doivent être fournis et posés par un professionnel. Et s'il ne s'agit pas de travaux d'agrandissement ou purement esthétiques, donc la décoration ne rentre pas dedans. Et lorsqu'elle est appliquée, c'est quand même significatif. Hein. Si on prend un chantier de 20 000 euros, ça représente un peu plus de 2 900 euros d'économie par rapport à une TVA classique. Eh oui, quand même. Et Laurent, qu'en est-il de ceux qui louent ? Eh bien, il existe toujours des dispositifs fiscaux comme Loc-Avantage. Là aussi, on peut aller sur Internet qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'un loyer modéré. Puis alors, certaines communes, là encore, proposent des exonérations temporaires de taxes foncières après des travaux importants. Bon, ça peut représenter quand même quelques milliers d'euros sur 3 à 5 ans. Et puis enfin, le prêt avance rénovation dont on parle peu aussi. Oui, il est caché celui-ci. C'est un mécanisme pourtant très intéressant pour les ménages plus âgés. C'est un remboursement du prêt qui se fait au moment de la vente du bien ou de la succession. Et ça permet de financer justement les travaux sans alourdir immédiatement son budget mensuel. C'est vraiment très intéressant. Bon, alors Laurent, si je vous écoute, même sans parler de la grande aide nationale qu'est MaPrimeRénov', en fait, il y a plein de solutions. Oui, elle se cumule. Et il y a de nombreux leviers en 2026 pour aller demander conseil auprès d'un espace conseil justement France Rénov', c'est l'État, ou auprès de votre mairie. Et puis tout ça se cumule avec le prêt à taux zéro, les primes d'énergie, la TVA réduite, les aides locales, les dispositifs fiscaux. On peut vraiment réduire sa facture fiscale et énergétique. Faut plus attendre pour faire justement des travaux. Merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Eh bien, pour tous ceux qui nous rejoignent, si vous êtes à table, bon appétit, bonjour la France. On parle de votre logement et de votre immobilier chaque semaine entre 12 et 13 heures sur Sud Radio, la radio qui parle vrai. On est toujours avec vous. On va parler de votre logement et on va répondre d'ailleurs aux questions que vous nous posez avec vous, Bérénice. Et c'est tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, on parle de votre logement, on répond à vos questions. Et cette semaine, on nous a posé pas mal de questions, n'est-ce pas Bérénice ? Et oui, je rappelle que vous pouvez poser vos questions IMO, I2MO au 7 20 18. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. On va parler de parking. On parle parking. Bon, il y a eu des reportages qui ont été réalisés par nos confrères, dont un qui a fait pas mal réagir. Et on a reçu une question à ce sujet. Alors, il était question d'investissement sur Internet. Voilà, on proposait des parkings. C'était très intéressant, une super rentabilité, sans risque évidemment. Et il y a une vieille dame qui a expliqué qu'elle avait failli se faire arnaquer. Elle a eu le monsieur au téléphone. Elle a vérifié, l'entreprise existait, etc. Et c'est au moment de faire le virement qu'elle s'est aperçue que c'était quand même bizarre, c'était un RIB qui était aux Pays-Bas. Et en fait, heureusement, c'était une arnaque. Le monsieur, et ça se fait beaucoup, donc attention aux formules trop alléchantes sur Internet. Donc voilà. Et il y a une question qui nous avait été envoyée par Jean-Marc. Bonjour, j'aimerais acheter une place de parking pour la louer comme investissement. J'ai vu les reportages chez vos confrères de TF1. Est-ce que je dois obligatoirement passer devant un notaire ou est-ce qu'on peut acheter comme ça via une plateforme, une agence ou un simple contrat? Et c'est vrai que dans le reportage, on n'avait pas la réponse. Alors pour cela, on accueille notre chère maître Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour maître. Bonjour à tous. Alors maître, est-ce que je dois passer devant vous si je veux acheter une place de parking pour faire un investissement? Alors parfaitement Bérénice, effectivement, tous les biens qui sont des biens immobiliers doivent faire l'objet de ce qui s'appelle une publicité foncière pour effectivement transcrire la qualité de propriétaire. Et donc, une place de parking que vous achetez, ça passe automatiquement et seulement par le notaire. Alors attention Bérénice et Sylvain, vous pouvez avoir parfois des contrats
où on vous propose, alors non pas la propriété du parking, mais le terme un peu compliqué de ammodiation, qui est en fait un temps en fait où vous jouissez du parking pendant un certain temps. Vous voyez, ça peut être 20, 30, 35 ans. Donc vous en êtes propriétaire à temps. C'est plus un droit de jouissance. Ça s'appelle une ammodiation. Donc c'est des cas très particuliers où on n'est pas obligé de passer par un notaire, même s'il est toujours préférable de le consulter. Mais sinon, une place de parking dont vous êtes propriétaire, chers amis, c'est uniquement par votre notaire. Donc attention, voilà, quand il y a des offres sur Internet où, comme là, on vous promet de devenir propriétaire. Ouais. Et question, maître, évidemment, on rappelle, le notaire, c'est vraiment un tiers de confiance. Vous vérifiez, les infos, parce que sur Internet, là, pour le coup, la place de parking n'existait pas. Ça, par exemple, le notaire vérifie, on est d'accord. Bien sûr, Bérénice, le notaire, c'est un juriste, donc il va remonter toute la chaîne de propriété pour vous garantir une propriété certaine. Alors, ce qu'on constate aussi, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Moi, j'en ai constaté une. On peut alerter nos lecteurs aussi. Vous savez que nos auditeurs, il y a beaucoup de sociétés que l'on crée en ce moment, des gens qui créent leur société. Donc, on est obligé de déposer les registres au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation de l'entreprise. Il y a une arnaque qui vient bien sûr pas du greffe, ni de votre notaire, ni du juriste qui fait la société. C'est qu'on vous demande, quelques temps après que vous avez déposé vos statuts, le paiement d'une nouvelle facture. Donc nous, heureusement, certains de nos clients ont eu, comme la dame du reportage, un doute et nous ont appelés. Si vous recevez comme ça une facture du greffe du tribunal de commerce que vous avez déjà payé, appelez pour s'assurer que c'est bien le cas et que ce n'est pas encore une nouvelle arnaque. De même, quand votre notaire vous demande un RIB, ça sera toujours sur sa plateforme sécurisée, extrêmement sécurisée ou remis en main propre. Donc vous voyez, on a mis en place, chers amis, les notaires de France, des protocoles pour éviter ces arnaques qui pullulent en ce moment. Donc méfiance. Merci beaucoup, maître. C'est vrai que c'est important de le préciser. Ne payez pas en ligne quand vous n'êtes pas sûr. Vérifiez toujours. Merci beaucoup, maître. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Merci pour tous ces précieux conseils. Surtout, soyez très vigilants. Appelez l'avocat, le notaire, le tiers de confiance, Bérénice, on ne cessera jamais de le dire. Et méfiez-vous des appels trompeurs. Il faut toujours faire attention. Il est temps maintenant de recevoir, pour cette première partie d'entretien, notre invité. Bonjour Yannick Borde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du réseau Procivis. Vous allez nous en parler pour qu'on vous connaisse encore mieux. C'est un réseau majeur. Il est engagé de longue date dans l'accession à la propriété et dans l'habitat durable. Un grand merci d'être venu en plateau. Je sais que vous habitez en province. Vous êtes venu spécialement pour cette émission dans ce week-end. Est-ce que, juste quelques mots pour nous présenter le réseau Procivis, parce que je crois que vous avez un modèle unique en son genre. Donc le réseau Procivis, c'est un très vieux réseau puisque les sociétés, leur origine, c'est le début du XXe siècle. C'est une loi de 1908 qui est la loi Ribot, qui était de favoriser l'accession à la propriété des personnes méritantes et laborieuses. C'est bien c'est pas où. On est né avec ça. Voilà, donc ça engage quand même un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, c'est un réseau de 44 sociétés qui a fait sur les 2 dernières années à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard de chiffre d'affaires en 2024 et en 2025, qui est à la fois promoteur immobilier avec une très grande proportion d'opérations en accession sociale à la propriété, on en reparlera, qui est un acteur aussi de la construction de maisons individuelles, qui est le 4e réseau d'administrateurs de biens, qui est aussi à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. On est très proche des institutions HLM, on est membre de l'Union sociale pour l'habitat, et puis qui a la particularité d'être, comme vous l'avez souligné, en statut coopératif. Ce qui fait que, particularité de nos statuts, c'est que notre performance économique, elle n'est pas captée par des actionnaires, elle reste dans nos entreprises, dans nos groupes. Donc elle sert à notre développement. Et vous la réinvestissez dans les outils. Elle sert au développement de nos activités. Elle sert aussi, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, un peu à la sécurisation de nos sociétés. Et puis à des engagements sociétaux dans le secteur du logement, puisqu'on accompagne un petit peu dans ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les aides, notamment le préfinancement des aides publiques. Et c'est un engagement collectif de 500 millions d'euros sur la période 2023-2030. Alors, le contexte, vous le savez, est compliqué pour le logement. Avec maintenant, on espère qu'avec le dispositif Jean Brun, qui est allé sur les rails des travaux faits par Valérie Létard, je ne cesserai de le répéter, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de se loger qu'il y a 10 ou 15 ans? Et je vais enchaîner avec cette seconde question, mais qu'est-ce qui bloque le plus? Parce qu'on se dit,
c'est quand même compliqué. Bérénice l'a dit dans son journal. Les revenus ont augmenté de 22%. Et pourtant, on peine à se loger. Accès au crédit, manque d'offres. Qu'est-ce qui se passe dans le landerneau de l'immobilier ? Alors, notre lecture, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, c'est une chaîne. Cette chaîne, et très souvent, on a trop cloisonné un petit peu tout ça. On a voulu traiter la question du parc locatif, on a voulu traiter la question de la construction neuve. Or, aujourd'hui, il y a une notion que nous, on prône et on défend beaucoup, c'est le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'est que quand vous êtes jeune, vous êtes plutôt première situation, c'est plutôt d'être locataire du parc social, du parc privé. Puis à un moment donné, il faut favoriser les choses si vous voulez pouvoir accéder à la propriété. Et puis on peut comme ça aller jusqu'à l'âge un peu plus avancé. Donc on a régulièrement des sujets logement à traiter. Et en fin de compte, cette chaîne, elle se rompt régulièrement par un certain nombre de dispositifs qui sont venus la contrarier. Et c'est vrai que depuis 2017, on a un discours, voilà, il y a eu une inflexion avec l'arrivée du président de la République sur la question du logement et notamment de la construction neuve et de la relation au logement, qui a été plutôt une politique d'arbitrage budgétaire qu'une vraie politique sociale. Or, se loger, quelle que soit sa situation financière, son âge, etc., c'est quand même une nécessité. Donc, il y a eu cette rupture-là. Quand vous dites arbitrage budgétaire, vous voulez dire qu'on a sacrifié une politique de logement ? Quand on commence en 2018 à dire on supprime l'appel accession, quand on continue... Mauvais signal, hein. Oui, qui est quand même un élément de solvabilisation des populations modestes pour devenir propriétaires. Et donc, si on casse ça, on empêche ces populations de sortir du parc locatif, social ou privé. Et si on les empêche de sortir du parc locatif, social ou privé, on empêche ceux qui pourraient y rentrer. Après est venu se greffer... les crises successives qu'on a connues, et notamment la question des taux d'intérêt et la crise liée à la crise ukrainienne, la crise énergétique, qui effectivement a impacté très massivement le pouvoir d'achat. Et puis une politique d'accompagnement de la construction neuve qui a été très compliquée. Vous avez parlé à plusieurs reprises des municipales. Ok, aujourd'hui il y a un discours où le logement est pratiquement sur le dossier de la pile avec la sécurité dans les échéances municipales. Je suis aussi élu, donc je me permets souvent de dire un peu de mal aussi de mes collègues élus. La motivation sur la construction, elle est quand même très inégale. Vous n'avez pas l'impression qu'on fustige un peu trop facilement les maires là-dessus ? Parce que, attendez, on vous a enlevé la taxe d'habitation, on vous a enlevé des leviers fiscaux, de recettes. On vous a transféré des compétences sans y associer les recettes. À un moment donné, on peut comprendre le maire qui se dit, stop à la construction neuve parce qu'il va falloir que je fasse des routes, des services publics, etc. Vous le savez, vous êtes maire. Oui, mais je partage pas ces analyses-là parce qu'aujourd'hui, d'abord, même si c'est pas du euro, faut arrêter de dire qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation. On nous l'a compensé, la taxe d'habitation. C'est pas à l'euro. Oui, pardonnez-moi, mais c'est très inégal. C'est très inégal. C'est pas une compensation à l'euro près. Il y a des Je suis d'accord. On perd un peu la dynamique. Bien sûr. Mais on peut toujours dire que c'est ça le problème. C'est quand même, à mon sens, quand même assez... C'est insuffisant, en tout cas, de... Oui, mais je peux comprendre le maire qui dit... Aujourd'hui, là où, en tant que maire, il faut qu'on ait un discours qui tienne la route et qui soit cohérent, c'est que vous pouvez pas prôner... Je connais pas de maire qui disent le contraire. Le développement économique, par exemple, sans soutenir une politique d'habitat. Ça marche pas. Oui. Si vous voulez accueillir des entreprises, demain, il faut construire. Et puis, il y a un sujet quand même de desserrement des ménages. On est moins aujourd'hui dans chaque logement, si bien que même pour maintenir une population sur un territoire, il faut construire. Donc à un moment donné, c'est pas facile partout. Il y a la question foncière, il y a plein de sujets, mais ça doit nécessairement être une composante d'une politique locale. Vous avez raison, et on va continuer d'ailleurs cet entretien. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va comprendre mieux justement les difficultés des Français. On va rester ensemble dans votre émission Parlons Immo sur Sud Radio. On fait une petite pause et on se revient tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. De retour sur le plateau de Sud Radio, vous êtes à table. Bon appétit, bonjour la France, on est heureux de vous retrouver avec nos super chroniqueurs, notre super Bérénice de Bill Florio. Coucou. Voilà, qui est magnifique sur le plateau, notre merci. super tatoué Grégoire Darico, qui est avec nous également, et notre docteur préféré, Laurent Permas, il va toujours bien. Hein, toujours. Laurent Permas. Plein travaux. Voilà, on va poursuivre avec vous, Yannick Borde. Merci d'avoir fait le trajet pour venir nous voir et parler d'immobilier. On va justement on va dire évaluer, en tout cas évoquer toutes les problématiques autour du
logement. Et ensuite, on s'interrogera avec vous sur notre maison saine, vivre sainement dans sa maison, n'est-ce pas Grégoire? Et oui Sylvain, et on parlera de travaux. Tout simplement. Voilà. Écoutez, on est de retour avec vous, Yannick Borde, président du réseau Procivis. On va poursuivre cette conversation. On l'a dit, ça bloque au niveau de la politique du logement. Je vais faire une question de journaliste, mais est-ce que tout est politique dans le logement, finalement? Regardez, puissance du maire, puissance de la préfecture, région, département, exécutif. On a l'impression que l'équation est quand même difficile à trouver. Est-ce que la source ou le salut ne viendra pas finalement d'une vraie volonté politique? La volonté politique, elle est variable. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la question du logement, on l'appréhende souvent par une politique nationale qui fait un peu... C'est elle qui fait la chronique un petit peu, qui fait la cause de tous les débats. Or, si les élus locaux veulent pas l'appliquer, entre les deux, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est-à-dire que voilà, si on veut construire, on peut construire. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Et si on veut pas construire, on n'aide pas à la construction. Après, ça reste quand même aussi un secteur d'activité où, quand on parle d'une politique nationale, je ne veux pas dire qu'elle est à ajuster dans 35 000 communes différentes, mais elle est très variable sur le territoire. La problématique des grandes métropoles, la problématique du littoral, la problématique des villes moyennes qui ont connu un regain d'attractivité depuis quelques années, ça s'appréhende pas partout. La question de la densification qui a parfois été, quand un ministre du logement nous avait dit il y a quelques temps qu'il fallait plus construire de maisons individuelles. Bon, effectivement, quand vous êtes sur Paris ou l'Île-de-France, c'est peut-être une stratégie qui peut s'appréhender. Oui, quand vous êtes en zone, quand vous êtes dans d'autres territoires, c'est pas pareil. Donc on a une complexité de la matière que nous, en tant qu'opérateurs et acteurs, on revendique. Et puis à l'aube des échéances municipales, c'est vrai que les nouveaux élus qui vont arriver le 23 mars prochain, qui seront élus à partir du 22 mars prochain, quand on va leur parler de PLH, de PLU, de programmation HLM, d'insalubrité et de choses comme ça, alors pour peu qu'ils n'aient pas évolué dans le secteur du logement, ça va prendre du temps pour les acculturer. Comme chaque année, vous lisez le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés. Le 31e a été publié. On a l'impression que l'espoir du logement pour les Français s'éloigne de plus en plus. D'ailleurs, on l'a dit, c'est devenu un produit de luxe maintenant, l'immobilier. On a l'impression également que les travaux de rénovation énergétique, ça patine un peu. Et vous avez été appelé en son temps sur un rapport pour travailler sur une banque de la rénovation. C'est le Premier ministre qui vous avait chargé de cette mission. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Quelle est l'équation que vous arrivez à résoudre entre ce logement de production neuve qui est nécessaire à l'équilibre du logement public, mais également le formidable chantier du siècle de la rénovation énergétique dont on parle chaque semaine sur Sud Radio. Est-ce que l'équation viendra forcément des financements publics ou n'y a-t-il pas là, peut-être également, des leviers à trouver? Yannick Borde. Tout à l'heure, vous avez évoqué des aides sur les travaux qui sont méconnus. Sur l'accession à la propriété, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il existe des dispositifs d'accompagnement à l'accession sociale à la propriété. Par exemple, la location accession, qui permet de tester une phase locative avant d'acheter. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? C'est un logement neuf, vous êtes entre 2 et 4 ans locataire, et à tout moment, vous pouvez lever l'option pour acheter, vous bénéficiez d'une TVA réduite, vous bénéficiez d'une exonération de taxe foncière 15 ans. Est-ce qu'on déduit les loyers versés? Non, pas spécialement, mais ça s'amortit un petit peu. Il y a une décote qui peut être ce qu'on appelle la part acquisitive, qui est une partie du loyer qui peut être enlevée du prix, pardon. C'est éligible au prêt à taux zéro, donc voilà, c'est un dispositif. Le bail réel solidaire, qui est la dissociation du foncier et du bâti, où vous achetez que le bâti et vous êtes locataire du foncier, c'est, suivant les territoires et suivant le poids du foncier, entre 25 et 30% d'écart de prix. Donc je pense qu'avec ce qui s'est passé avec les augmentations de prix, la crise des taux d'intérêt, on a mis dans la tête de beaucoup de personnes que c'était plus à leur portée, financièrement. Et donc ça, on a tous à réexpliquer, redire et rassurer sur tout ça. Mais quand on vous dit que ça coûte plus cher de se loger dans le neuf, toute cette logorée finalement autour, c'est juste ou c'est faux? Parce que c'est vrai que vous maîtrisez pas les coûts de construction, vous maîtrisez pas le coût des matières premières, le coût, l'économie de manœuvre qui est quand même pas neutre du tout. Comment on fait justement pour rendre encore une fois le logement neuf abordable pour les Français? Alors il y a les dispositifs que j'ai évoqués, mais l'écart entre le neuf et l'ancien, il est extrêmement variable suivant les territoires. Je suis désolé, mais un rente par pain, ça coûte à peu près partout pareil. Sauf qu'il y a des marchés à 3 000 € en neuf et il y a des marchés à 6 000 €. Ah, c'est clair. Donc l'écart entre l'ancien, le prix de l'existant et le prix du neuf, il est très variable suivant les territoires. Donc je pense qu'il n'y a pas...
je pense que le conseil à donner à tous ceux qui souhaiteraient au moins explorer, c'est de pas s'auto-censurer et d'essayer d'aller voir des opérateurs, des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, leurs banquiers, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de dispositifs. Je rappelle aussi que sur la loi de finances 2025, que je me trompe pas, on a réussi à réintégrer le prêt à taux zéro sur tous les produits neufs. Il avait été sanctionné en 2024 sur la maison individuelle, et tout de suite, ça a permis de faire revenir et de se resolvabiliser un certain nombre de ménages. Donc, tous ensemble, je pense qu'il faut essayer de dire aux accédants potentiels, ceux qui ont envie, essayez, regardez, ne vous auto-censurez pas. C'est abordable sans doute aujourd'hui pour plus de gens que l'on pense. Et puis sur la question de la rénovation, le sujet est plus complexe parce qu'il s'appréhende différemment quand vous êtes dans une maison individuelle. En gros, chacun a un peu le temps et puis c'est moins compliqué. Le processus de décision, il appartient au propriétaire, que dans une copropriété où là, l'enjeu est un petit peu plus complexe. Et effectivement, dans la mission que m'avait confié, non pas le Premier ministre, Sylvain, si je peux me permettre, mais 2 ministres du logement et de l'économie. Ce qui est déjà pas mal. Oui, pas mal. Effectivement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye d'accélérer cette massification avec une position qui est la mienne, ou celle du réseau Procivis en tout cas, c'est que, ça a été dit tout à l'heure avec les aides, avec Laurence, c'est que l'État a fait une partie du job quand même sur le sujet, notamment avec ma prime rénov, avec un certain nombre de sujets. Les collectivités locales, alors c'est très variable suivant les territoires, ont aussi une contribution dans leur politique locale de l'habitat. Maintenant, il y a des acteurs qui doivent massifier ça, c'est notamment les acteurs bancaires. C'est très clair. On va poursuivre cette conversation parce qu'on veut vous garder dans cette émission pour une dernière partie, ce qui sera la grande question, c'est justement le modèle d'accession à la propriété avec le logement social et le rôle du logement social. Et on enfoncera le clou justement sur le principe de la rénovation énergétique. Voilà, il est temps maintenant de parler de notre maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, maison saine. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour parler de la santé de nos logements. Alors aujourd'hui, on va parler de ces solutions qu'on croit efficaces mais qui parfois aggravent les problèmes d'humidité au lieu de les résoudre. Alors je parle de peinture anti-humidité, produits miracles, absorbeurs chimiques. Est-ce vraiment une bonne idée de jouer les apprentis experts ? Question que je vais poser à Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, l'humidité, c'est un domaine où les fausses bonnes idées sont très répandues, malheureusement. Édouard, commençons peut-être par la plus connue, la peinture anti-humidité. Comment est-ce que ça fonctionne ? Et surtout, est-ce que ça fonctionne ? Ouais. Elle fonctionne si on souhaite masquer les traces et seulement les masquer, mais en aucun cas elle ne traite la cause. Si l'humidité vient d'une remontée capillaire, d'une infiltration ou d'un défaut d'étanchéité, la peinture va simplement bloquer temporairement l'évaporation. Et parfois, elle peut même aggraver la pression dans le mur, ce qui finit par faire cloquer la peinture encore plus vite, donc c'est contre-productif. Donc repeindre par-dessus un mur humide, ce n'est pas régler le problème. Exactement Grégoire, c'est comme mettre un pansement sur une fuite d'eau. Le mur continue d'absorber l'humidité en profondeur et les dégâts se déplacent. Autre solution très répandue, Édouard, les petits absorbeurs d'humidité qu'on trouve en grande surface. Oui, ces dispositifs peuvent être utiles dans un petit espace fermé comme un placard, mais dans une pièce entière, ils sont largement insuffisants. Ils peuvent absorber l'humidité que l'on retrouve dans l'air ambiant, mais absolument pas l'humidité dans les murs ou dans les sols. Et surtout, ils peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Encore une fois, on traite entre guillemets les conséquences et non la cause. Et puis on voit aussi des produits dits miracles injectés dans les murs, vendus en kit. Oui, c'est un autre exemple de bricolage qui est risqué. Aujourd'hui, une injection mal réalisée peut être d'une part inefficace, elle peut déplacer l'humidité plus haut ou créer des déséquilibres dans la maçonnerie. L'humidité structurelle, si vous voulez, nécessite un diagnostic qui doit être précis. Chaque maison est différente, nature du sol, matériaux, ventilation. Dites-moi Édouard, j'ai l'impression, j'imagine qu'il y a des erreurs fréquentes. Malheureusement, oui, il y en a. Par exemple, installer un déshumidificateur en permanence sans comprendre l'origine du problème, coller des panneaux isolants sur un mur humide, ce qui peut piéger l'humidité derrière, ou simplement chauffer davantage en pensant que cela suffirait. Ce qui est pernicieux, c'est que lorsqu'on chauffe un air humide, on ne règle pas le problème à la source. En réalité, en chauffant l'air, on le dilate. Il peut alors, dans ce cas-là, contenir davantage d'humidité. On a l'impression d'assécher l'atmosphère alors qu'on ne fait que modifier sa capacité à stocker la vapeur d'eau sans traiter l'infiltration ou la remontée capillaire à l'origine du problème. Donc le vrai réflexe, c'est quoi ?
Grégoire, avant de bricoler, il faut identifier la cause. Est-ce que c'est une condensation liée à la ventilation? Est-ce que c'est une infiltration extérieure? Ou une remontée d'humidité par les fondations? Sans diagnostic, on agit à l'aveugle. Oui. Et parfois, les solutions qui sont rapides finissent par coûter plus cher que le problème initial. Allez, un petit mot de conclusion, Édouard. Oui, l'humidité, ce n'est pas qu'une tache sur un mur, c'est un déséquilibre du bâtiment. Alors avant de sortir le rouleau ou le produit miracle, posez-vous la question, est-ce que je traite le symptôme ou est-ce que je traite la cause? Merci beaucoup Édouard David pour ce décryptage très utile, et à vous qui nous écoutez, parfois le meilleur bricolage, c'est de ne pas bricoler. À très bientôt. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire. Une nouvelle pause. On va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, nous parlerons viager et viager occupé. J'insiste sur cette question. Et on parlera également aussi de cette grande question de la semaine que l'on posera à notre invité qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Une petite pause, vous restez avec nous et on se retrouve tout de suite après. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Si vous prenez l'émission en cours, Parlons IMO, c'est votre émission chaque semaine entre 12h et 13h sur Sud Radio. On parle de votre logement et justement, on répond également à vos questions. Tout de suite, on va parler d'une question cruciale. Par exemple, le viager et notamment le viager occupé. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice de Villeflorion. Et oui, Sylvain, vous l'avez dit, alors le viager occupé, bon, c'est, on va revoir ce que c'est, mais c'est assez clair. Et quand on parle de viager occupé, il y a un terme qui revient souvent, mais qui reste flou. C'est le droit d'usage et d'habitation. On l'appelle aussi le DUH, donc droit d'usage et d'habitation. Pour nous éclairer sur le sujet, sur ce sujet vaste du viager occupé, Marine Livotti, directrice de l'Office du viager, est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Et alors bon, DUH, je vais y arriver. Oui, le DUH, c'est pas facile à dire, mais c'est pourtant le cœur du viager occupé. Donc c'est un sujet, qui est important. Je pense qu'on explique aujourd'hui pour que les gens le comprennent sans jargon, de manière assez claire. Bon, alors c'est quoi ce droit d'usage et d'habitation ? Alors, très simplement, le DUH, donc qui correspond au droit d'usage et d'habitation, c'est tout simplement le droit pour le vendeur de continuer à vivre dans son logement, ce jusqu'à la fin de ses jours, même s'il a vendu son bien. Donc en viager occupé, l'acquéreur devient propriétaire juridiquement, mais finalement c'est le vendeur qui va garder le droit d'y habiter comme il le fait jusqu'à présent. Et c'est comme si finalement le vendeur restait chez lui en toute tranquillité, mais qu'il avait transformé une partie de la valeur de son bien en capital, en revenu disponible immédiatement. Donc l'acquéreur achète un bien, mais il ne peut pas l'occuper, en tout cas immédiatement. Oui, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour cela qu'il bénéficie d'une forte décote sur le prix d'achat immédiat, puisque en fait finalement son bien, comme il ne l'occupe pas, il a forcément un prix qui est décoté par ailleurs. Et chacun dans ce type de vente a ses droits et ses obligations. Le vendeur, lui, va continuer à occuper le bien, donc il doit l'entretenir, il ne doit pas le détériorer. Et l'acquéreur, lui, doit respecter ce droit d'usage et d'habitation dont bénéficie le vendeur, et il doit attendre donc la libération des lieux pour pouvoir profiter pleinement de son bien. Donc c'est le DUH qui va poser finalement ce cadre assez clair et protecteur et sécurisant sur le viager. Et alors justement, donc, la question que tout le monde va se poser, dans un viager occupé, qu'est-ce qu'on paye ? Qui paye quoi ? Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent, donc c'est important d'en parler. Donc, qui paye quoi ? L'entretien, en fait, tout ce qui est du courant, que ce soit des petites réparations, des charges comme l'eau, l'électricité, etc., comme c'est lié à l'usage du bien, ça reste à la charge du vendeur. Et tout ce qui est plutôt gros travaux, la toiture, façade, grosses œuvres, va basculer à la charge de l'acquéreur. Mais le point essentiel à retenir dans le cadre d'un viager, c'est que tout est écrit dans l'acte notarié. Donc là, on se pose plein de questions, mais tout ça, on l'explique et on le trace de manière très claire dans l'acte notarié. Et donc, les deux parties sont au courant de ça. Tout est clair avec le notaire. Marine, alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur le viager. C'est vrai qu'on en parle souvent sur notre antenne. Quelles sont les idées reçues quand on entend le plus souvent viager occupé ?
Alors, effectivement, il y a pas mal d'idées reçues à tort. Par exemple, le vendeur n'est plus chez lui. Si, au contraire, c'est un droit qui est extrêmement fort, puisqu'il a le droit d'habiter le bien et il y vit comme avant. Ça ne change strictement rien. L'autre idée reçue, c'est l'acquéreur va pouvoir me mettre dehors. Non, c'est complètement faux, là encore. Le DUH, c'est un droit qui est protecteur, qui est inscrit dans l'acte notarié sur lequel on ne peut pas transiger. Donc, l'acquéreur sait qu'à aucun moment, il ne pourra expulser le vendeur. L'autre sujet un peu récurrent, c'est le viager. C'est un pari sur la mort, alors que c'est complètement faux. C'est quelque chose qui est très encadré. On est sur une vente on joue pas au loto, c'est pas un pari. Donc c'est quelque chose de très carré, le viager. Et c'est surtout une solution patrimoniale et humaine où on accompagne un senior dans sa retraite. Et une autre des idées reçues que j'entends souvent, c'est le vendeur peut laisser le logement se dégrader. Non, pas du tout. Un vendeur qui laisserait se dégrader un bien, on pourrait remettre en cause son droit d'usage et d'habitation. C'est un droit, mais il y a aussi des devoirs finalement derrière ce droit. Eh bien, merci beaucoup Marine. Donc on comprend que le DUH est une protection très forte pour le vendeur. Merci beaucoup pour ces explications très claires. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et maintenant, place à la grande question de la semaine. Je rappelle, les amis, que chaque semaine, à la fin de l'émission, on pense une grande question pour optimiser la présence de notre invité. On va parler justement de logement, Bérénice. L'inquiétude qu'ont les Français légitime, quand on voit la paupérisation de certains foyers, avec ce rapport absolument sidérant de la Fondation pour le logement des défavorisés. Comment résoudre cette équation? Les problématiques de rénovation énergétique, on a vraiment du mal à s'y retrouver. Et justement, je trouve que j'en ai parlé au début de l'émission, le baromètre qui a été réalisé pour Nexity Odoxa, 71% des Français disent qu'ils voteront aux prochaines municipales en tenant compte des propositions logement des candidats. Et c'est une première. D'ailleurs, hier, j'étais à la Fédération nationale de l'immobilier, cette semaine, et qui Grand Paris, qui ont reçu les candidats à la mairie de Paris. Et c'est vrai qu'on a débattu toute la soirée sur le logement. Donc ça, c'est une première. Alors justement, on s'adresse à notre invité, puisque notre invité, il a différentes casquettes. Il est président de ProCivil, c'est aussi maire de Saint-Berthevin en Mayenne depuis 2003. Et là, vous avez décidé de vous représenter. Donc c'est le 5e mandat, c'est bien ça? Bien, ouais, ce serait bien le 5e mandat. Voilà. Ma question, c'est, c'est quand même mieux de savoir compter dans la vie. Donc avec ce chiffre, 7 Français sur 10 qui attendent, qui vont scruter les propositions de logement de leurs candidats. Ma question, elle est très simple. Pour un nouveau mandat, vous, c'est quoi votre stratégie logement à Saint-Berthevin? Quelles sont les problématiques logement que vous rencontrez en Mayenne? Je pense qu'on a des problématiques qui sont pas identiques, mais assez proches de ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la question du vieillissement, par exemple, qui est un vrai sujet. Donc, ça vous touche à oui, parce qu'on est moi je suis sur une commune périurbaine qui s'est beaucoup urbanisée dans les années 60 à milieu des années 80. Donc comme les gens s'y trouvent bien, ils étaient jeunes accédants à cette période-là, ils s'y trouvent bien, donc ils y sont restés. Aujourd'hui, ils ont avancé d'une quarantaine, une cinquantaine d'années, donc ils aspirent à y rester. Est-ce qu'on a du logement qui est adapté aujourd'hui à cette population-là et à cette attente-là? C'est pas nécessairement évident. En tout cas, ça peut pas être le logement dans lequel ils étaient à l'origine. Donc, il faut adapter. Il faut construire plutôt du collectif, plutôt de l'appartement. On va pas encore nécessairement jusqu'à la résidence thématique ou la résidence senior, même si sur la commune, il y en a une de 90 logements. Et ça, on est d'accord, vous parlez des propriétaires et des locataires. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir. Et puis, dans des communes périurbaines comme la nôtre, en première couronne d'une agglomération de 120 000, de la ville de Laval, on accueille aussi tout type de population. Et quand je dis tout type de population, c'est en âge, en catégorie sociale, en origine, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable aujourd'hui de produire du logement avec cette mixité pour garantir cette cohésion sociale. Et cette mixité, c'est quoi? C'est un dosage. Moi, je suis commune SRU, c'est-à-dire obligation de logement social. Dérogation 20% qu'on respecte. Donc c'est-à-dire que la loi vous oblige nous oblige à avoir un construire taux. Et de mettre 20% ce qui veut dire aussi que dans notre stratégie, alors on va pas dire que quand on fait 4 logements, le 5e doit être un logement social pour respecter le taux, mais dans notre stratégie globale, on sait ce qu'on va urbaniser dans les 6 prochaines années. On le sait d'autant plus qu'aujourd'hui avec la loi climat résilience, la lutte contre l'étalement urbain, on sait à peu près là où on va pouvoir construire. Il n'y a pas trop de méconnaissance là-dessus. Donc à nous de veiller à ce que quand on va
aménager ces terrains qui sont encore disponibles. Et bien effectivement, dans l'approche qu'on va avoir du nombre de logements, on a peut-être à la fois des promoteurs classiques qui viennent, aussi un bailleur social et une certaine mixité. Sachant que la mixité, elle s'appréhende en locatif social, mais elle s'appréhende aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accession sociale à la propriété. Quand vous faites de la location-accession, ça rentre dans votre taux de logement social. Donc c'est cette mixité-là qu'il faut arriver, nous, à composer. C'est pas, enfin, je veux pas dire que c'est simple parce que moi je baigne dedans, donc c'est peut-être pas nécessairement le bon client pour dire que c'est une matière compliquée, mais en tout cas, il y a les acteurs sur les territoires pour répondre à ces obligations-là. Et c'est quoi vos leviers alors pour justement réussir votre stratégie logement? C'est quoi vos promesses en tant que candidat? Je vais compléter la question de Bérénice avec les dispositifs, notamment de l'exécutif, car c'est la première fois depuis, vous l'avez dit, 2017, qu'on a un semblant de réappropriation du pouvoir exécutif d'une politique du logement. Bon, on a eu un événement important quand même ces 3 dernières semaines, c'est un Premier ministre qui dit qu'il faut construire. C'est quand même quelques années qu'on n'avait pas eu ce discours-là, donc c'est important. Il le disait, je suis pas d'accord avec vous, il le disait, mais il faisait rien derrière. Mais il le disait. Oui, parce que c'est difficile de dire le contraire, mais à un moment, faut des preuves dans Gabriel Attal l'a dit. Quand on veut déclarer de l'amour, il faut des actes, quoi. Ouais, donc, il nous reste moins d'une minute. Rapidement, voilà. Je pense que l'un des éléments durs aujourd'hui, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau territorial de la politique foncière. Et aujourd'hui, c'est bien gentil de vouloir décréter qu'on veut construire. Si on n'a pas la capacité à impulser avec les fonciers, c'est un vrai sujet quand même. Et donc, cette politique foncière, c'est la matière première. C'est comme dans toute industrie, quand vous n'avez pas la matière première, vous ne produisez pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis, deuxième sujet, c'est que des discours en cohérence entre développement économique et logement. Comment je loge aujourd'hui les enfants des habitants qui sont sur mon territoire? Voilà, c'est toutes ces questions-là lesquelles il nous faut répondre en tant qu'élus. Et on suivra avec beaucoup de vigilance justement toutes ces applications. Un immense merci à vous. Merci. Yannick Borde, je rappelle que vous êtes le président du réseau Protivis, acteur majeur de l'immobilier également, une fois n'est pas coutume, et en plus un élu local, donc vous êtes au cœur du réacteur. Un immense merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine et chaque week-end entre 12h et 13h sur Sud Radio, la radio qui parle vrai. Je rappelle que l'émission, elle est retransmise tous les mardis à midi sur Radio Imo également. N'hésitez pas à vous liker, vous commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.